Paris, 1968. Serge Gainsbourg roulait dans une vieille Citroën DS noire, sur une route poussiéreuse du Mississippi, quelque part entre Memphis et Natchez. Il n'était pas là pour faire de la musique, du moins pas officiellement. Il avait accepté une invitation d'un label américain pour explorer les racines du blues, cette musique qui l'avait fasciné depuis l'adolescence, quand il écoutait en secret des disques de Robert Johnson dans la chambre de sa mère à Paris. À ses côtés se trouvait Marcel Dumont, son ingénieur du son, et ami fidèle depuis 10 ans, un homme nerveux aux lunettes rondes qui transpirait abondamment malgré la vitre entr'ouverte. Marcel connaissait Gainsbourg mieux que quiconque, et c'est précisément pour cette raison qu'il était inquiet. Serge au volant dans un État du Sud américain en 1968, quelques mois après l'assassinat de Martin Luther King, était une combinaison explosive. Le soleil descendait lentement derrière les champs de coton, quand Gainsbourg pila brusquement devant un petit bâtiment en bois peint en rouge délavé. Une véranda étroite, 2 chaises cassées et une pancarte clouée sur la porte. Gainsbourg plissa les yeux pour lire, bien qu'il parlât à peine anglais. « Pour les Noirs seulement », dit-il à voix haute, traduisant maladroitement. Il resta silencieux un instant, alluma une gitane, souffla la fumée par la fenêtre et dit simplement « On entre ». Marcel retira ses lunettes et les essuya avec son mouchoir, geste qu'il faisait toujours quand il cherchait à gagner du temps. « Serge, je t'en supplie, nous sommes en 1968, au Mississippi. Ce n'est pas Saint-Germain-des-Prés. Ces gens ont leur raison d'avoir mis cette pancarte, et aucune de ces raisons n'est une invitation pour nous. » Gainsbourg tira une longue bouffée de sa cigarette. Il avait le regard de quelqu'un qui a déjà pris sa décision depuis longtemps et qui écoute les objections par pure politesse. « C'est exactement pour ça qu'on entre, Marcel. Parce qu'ils ont leurs raisons, et je veux les entendre. » Il descendit de la voiture avec cette démarche légèrement désarticulée qui lui était caractéristique, chemise à moitié sortie du pantalon, mégot aux lèvres, les cheveux en bataille. Rien en lui ne ressemblait à une menace, mais rien non plus ne ressemblait à quelqu'un qu'on pouvait facilement ignorer. Le restaurant s'appelait Beaumont's Place. C'était un établissement modeste, avec 6 tables recouvertes de nappes en plastique à carreaux, un comptoir en bois usé et une cuisine ouverte d'où s'échappèrent des odeurs de poulet frit et de haricots mijotés. Quand Gainsbourg poussa la porte, une petite cloche tinta, et le silence s'installa immédiatement comme une nappe d'eau froide. Une dizaine de clients étaient au présent, tous afro-américains, des ouvriers agricoles pour la plupart, quelques femmes avec des enfants. Les regards convergèrent vers lui avec des expressions allant de la stupéfaction à une méfiance froide et justifiée. Un homme blanc qui entrait seul dans cet endroit en 1968 dans le Mississippi, ça ne pouvait être qu'un policier, un provocateur ou un fou. Derrière le comptoir se tenait Isaiah Beaumont, 60 ans passés, un homme à la stature imposante, avec des mains larges comme des battoirs, et des yeux qui avaient au vu suffisamment de choses pour ne plus s'étonner facilement. Il posa lentement le chiffon qu'il tenait et regarda l'intrus avec une expression neutre, ce masque que les hommes noirs du Sud avaient appris à porter depuis des générations pour survivre aux situations imprévisibles. « Vous avez lu la pancarte, je suppose » dit Isaiah, sa voix grave et mesurée. Gainsbourg s'arrêta à mi-chemin entre la porte et le comptoir. Il avait une façon particulière de se tenir immobile qui attirait l'attention, comme s'il occupait l'espace différemment des autres gens. « Je l'ai lu » répondit-il dans son anglais approximatif et fortement teinté d'accent français. « C'est pour ça que je suis entré. » Isaiah fronça légèrement les sourcils. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait. « Vous cherchez quoi, exactement ?» Gainsbourg regarda autour de lui lentement, sans nervosité, avec cette curiosité sincère et un peu impudique qu'il avait pour tout ce qui l'intéressait vraiment. Son regard s'arrêta sur un vieux jukebox dans le coin, éteint, avec un autocollant à moitié décollé sur le côté. Il s'arrêta sur les photos fixées au mur avec du Chatterton, des musiciens, des portraits, des moments de fête que Gainsbourg ne connaissait pas mais reconnaissait d'instinct. « Je cherche la musique », dit-il enfin. Puis, comme si cette réponse ne suffisait pas, il ajouta « Et peut-être quelque chose à manger, si vous acceptez. » Un murmure parcourut la salle. Une femme âgée au fond chuchota quelque chose à sa voisine. Le jeune homme près de la fenêtre croisa les bras. Isaiah s'avança et s'appuya des 2 mains sur le comptoir. « Monsieur, je ne sais pas d'où vous venez, mais ici ce restaurant existe parce que les gens que vous voyez dans cette salle n'ont pas le droit de s'asseoir dans les restaurants qui sont à 5 minutes d'ici. Ce n'est pas de la ségrégation à l'envers, c'est de la survie. Est-ce que vous comprenez la différence ?» Gainsbourg ne répondit pas immédiatement. Il tira une dernière bouffée de sa gitane, chercha des yeux un endroit où l'éteindre, ne trouva pas de cendrier, et finalement la posa délicatement sur le bord du comptoir, avec le même soin qu'il aurait mis à poser un instrument de musique. « Oui »
dit-il. Je comprends la différence. En France, pendant la guerre, ma famille a été marquée aussi. D'une autre façon. Mais le principe de dire à un homme qu'il n'appartient pas à tel endroit à cause de ce qu'il est et non de ce qu'il fait, ça, je connais. Il y eut un silence différent cette fois. Pas le silence de la méfiance, mais quelque chose de plus complexe, une suspension. Isaiah le regarda longuement. « Vous êtes français » ? « Serge Gainsbourg, musicien, parisien. » Il tendit la main. Isaiah ne la serra pas immédiatement, mais il ne la refusa pas non plus. Il l'examina comme s'il cherchait à lire quelque chose dans la paume. « Isaiah Beaumont, » dit-il finalement en serrant la main. « Et je ne connais pas votre nom. »« C'est bien normal, » dit Gainsbourg sans la moindre vanité blessée. « Je ne connais pas non plus les noms de la moitié des gens qui comptent vraiment. » Un des clients, un homme d'une cinquantaine d'années au visage marqué par le soleil, intervint depuis sa table. « Vous avez dit que vous cherchiez la musique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Gainsbourg se tourna vers lui. « Je veux dire que tout ce que j'ai fait en France, les chansons, les arrangements, les mélodies qui me hantent depuis que j'ai 15 ans, tout ça vient d'ici. Du blues, du gospel, du rythme que les gens ici ont inventé dans les champs et les églises. Je suis venu au Mississippi pour comprendre d'où vient la musique que j'aime. Et comprendre quelque chose vraiment, ça ne se fait pas depuis l'extérieur. » L'homme au visage marqué s'appelait Clarence. Il posa sa fourchette. « Vous faites du blues ?»« Non, » admit Gainsbourg honnêtement. « Je fais autre chose. Mais l'autre chose que je fais existe parce que le blues a existé avant. » Clarence réfléchit à ça. « C'est comme dire qu'on aime les fruits sans avoir jamais planté d'arbres. »« Exactement, » dit Gainsbourg. « Et je suis venu voir les arbres. » Isaiah avait observé cet échange sans intervenir. Il y avait quelque chose dans cet homme étrange, avec son accent improbable et ses vêtements froissés, qui ne correspondaient à aucune des catégories qu'il connaissait. Pas un journaliste, pas un militant, pas un touriste ordinaire. Quelque chose de plus difficile à classer. « Asseyez-vous, » dit Isaiah finalement, d'une voix qui n'était pas encore de la chaleur, mais qui n'était plus de la méfiance. « Je ne promets rien, mais asseyez-vous. » Gainsbourg s'installa au comptoir. Marcel, qui était resté près de la porte comme un homme prêt à fuir à tout moment, s'avança timidement et prit place à côté de lui sans dire un mot. Isaiah posa 2 assiettes devant eux sans demander ce qu'ils voulaient. Du poulet frit, des haricots rouges, du pain de maïs. Gainsbourg mangea en silence pendant quelques minutes, avec une concentration qui ressemblait à celle qu'il mettait à écouter de la musique. « C'est extraordinaire, » dit-il. « C'est de la cuisine du Mississippi, » répondit Isaiah simplement. « C'est de la cuisine du Mississippi, » répéta Gainsbourg comme s'il mémorisait une ligne d'une chanson. « Et ce jukebox là-bas, il fonctionne ?» Isaiah regarda dans la direction du coin. « Plus depuis 6 mois, le mécanisme est cassé. »« Vous permettez ?» Gainsbourg se leva sans vraiment attendre la réponse et s'approcha de la machine. Il l'examina, l'inclina légèrement, tâtonna à l'intérieur avec des doigts habitués au mécanisme délicat des pianos et des magnétophones. Marcel, qui connaissait bien ce regard de chirurgien amateur que Gainsbourg posait sur tout objet mécanique défaillant, soupira discrètement. 3 minutes plus tard, une musique s'échappa du jukebox. Howlin' Wolf, Smokestack Lightning. Le son était imparfait, légèrement déformé, mais il était là. La réaction dans la salle fut immédiate et silencieuse, une transformation collective imperceptible de l'extérieur mais réelle. Des épaules qui s'abaissèrent d'1 centimètre. Un sourire qui apparut sur le visage de la femme âgée au fond. Clarence hocha la tête lentement, les yeux mi-clos. Isaiah resta immobile derrière son comptoir. « Comment vous avez fait ça ?»« Les machines et moi, » dit Gainsbourg en revenant s'asseoir. « On se comprend. » Ce fut à partir de ce moment que la conversation changea de nature. Isaiah parla de son père, qui avait ouvert le restaurant dans les années 40, d'abord dans un espace réduit derrière une épicerie, parce que les lois Jim Crow interdisaient aux Noirs de manger dans les mêmes établissements que les Blancs. Il avait grandi en sachant que cette porte était à la fois une protection et une cicatrice. « Ma fille me demande parfois pourquoi on garde la pancarte, » dit Isaiah. « Elle dit que les temps changent. Peut-être qu'elle a raison. Mais enlever la pancarte, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de savoir si les gens qui entrent comprennent ce qu'elle représentait. » Gainsbourg l'écouta sans l'interrompre, ce qui était rare chez lui. Habituellement, il pensait plus vite que les gens ne parlaient, et ça se voyait sur son visage. Mais là, il écoutait avec cette attention particulière qu'il avait pour les artistes qu'il respectait vraiment. « En 1942, » dit Gainsbourg quand Isaiah eut terminé, « ma famille a dû coudre une étoile jaune sur ses vêtements à Paris, pour dire au monde entier qu'on était différents, qu'on n'appartenait pas au même espace que les autres. Mon père était peintre,
Il a continué à peindre pendant toute cette période, pas pour vendre, juste pour ne pas oublier qu'il existait en dehors de cette étoile. Il marqua une pause. Votre père a ouvert ce restaurant pour la même raison, pour exister en dehors de la pancarte qu'on lui avait imposée. Et votre pancarte à vous, c'est la réponse à sa pancarte à eux. La différence, c'est que la vôtre protège. La leur excluait. Isaiah posa les bras sur le comptoir. Dans la salle, Howlin' Wolf avait laissé place à Muddy Waters. « Vous avez perdu des gens pendant la guerre » demanda Isaiah. « Des membres de ma famille, oui. »« Alors vous savez ce que ça fait de construire quelque chose pour ceux qui restent ?»« Je sais, » dit Gainsbourg. Clarence s'était approché du comptoir sans qu'on s'en rende vraiment compte. « Vous avez dit que vous venez chercher les racines de la musique. Mais la musique qu'on a faite ici, on l'a faite parce qu'on n'avait rien d'autre. Quand on vous prend tout, il vous reste la voix. C'est pour ça que notre musique ressemble à ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas vraiment la comprendre si vous n'avez pas connu ça. » Gainsbourg ne contesta pas. « Vous avez raison, je ne peux pas la comprendre de l'intérieur, mais je peux l'aimer de l'extérieur. Et parfois, l'amour de l'extérieur, ça devient une façon de la faire voyager vers des endroits où elle ne serait jamais allée autrement. » Il regarda Clarence directement. « Je ne veux pas vous voler votre musique, je veux lui ouvrir des portes. » Le silence qui suivit était différent des précédents. Quelque chose s'était déposé dans la salle, comme la poussière après qu'une fenêtre a été ouverte. Isaiah disparut dans la cuisine et revint avec une assiette de beignets de patates douces qu'il posa devant Gainsbourg sans rien dire. Ce geste valait plus que n'importe quelle parole. Avant de partir, Gainsbourg demanda à Isaiah s'il pouvait revenir le lendemain avec un magnétophone. Pas pour enregistrer les clients, précisa-t-il, mais pour enregistrer les sons du restaurant, la musique du jukebox, l'ambiance. Pour emporter un peu de cet endroit avec moi, avec votre permission. Isaiah réfléchit longuement. Revenez demain matin, on verra. Gainsbourg revint le lendemain matin. Et le surlendemain. Le troisième jour, Isaiah lui montra lui-même comment son père accordait la vieille guitare accrochée au mur du fond, celle qu'on ne touchait jamais, une relique familiale. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, de la musique sortit de cet instrument, jouée maladroitement mais avec sincérité, par un Français aux cheveux en bataille qui apprenait des accords de blues en buvant du café noir trop fort. Des mois plus tard, de retour à Paris, Gainsbourg composa une série de mélodies qui portaient en elles quelque chose de difficile à nommer, une qualité d'espace et de silence héritée de ses 3 jours au Mississippi. Il ne l'expliqua jamais publiquement. Mais ceux qui connaissaient assez bien son travail entendirent quelque chose de différent dans ses compositions, une gravité nouvelle, comme si la musique avait appris à prendre de la place sans avoir besoin de remplir le silence. La pancarte resta sur la porte de Beaumont's Place encore quelques années. Puis Isaiah la décrocha un matin de 1971, sans cérémonie particulière, et la rangea dans une boîte au fond d'un placard. Pas parce qu'un étranger lui avait dit de le faire, mais parce qu'il avait eu une conversation qui lui avait rappelé que les outils de protection peuvent, avec le temps, devenir des murs, et qu'un mur et une porte, ça commence par la même intention mais ça finit très différemment. Dans la boîte avec la pancarte, il glissa un bout de papier sur lequel Gainsbourg avait griffonné 3 accords de guitare et une ligne en français que Isaiah ne put jamais traduire exactement, mais dont un ami lui dit un jour qu'elle signifiait à peu près « Ce qui nous sépare nous ressemble ».